Hello. Sans plus attendre, départ pour la Corrèze avec l'affaire de Justine Vérac et sa dernière soirée pour le moins mortelle. Nous sommes le 22 octobre 2022. Justine est une jeune femme, une jeune maman qui a 20 ans et qui est originaire du Lot. Elle est entourée, comme beaucoup, de sa famille, de ses amis, et à l'exception de cette maternité assez tôt, eh bien, elle a une vie un petit peu comme tout le monde. Et comme tout le monde, quand le samedi soir arrive, à 20 ans, on a envie d'aller faire la fête. Alors elle décide, avec 4 autres de ses amis, d'aller en boîte de nuit. Ils ont choisi d'aller à La Charrette, une discothèque de Brive-la-Gaillarde. Vers 23h15, le groupe arrive en boîte, ils sont 5, et la soirée se déroule comme une soirée en boîte de nuit, normalement. On danse, on s'amuse, on fait la fête. Justine, c'est une jolie fille, elle attire les regards, et elle a même une connaissance, Lucas, qui lui offre un verre de champagne. C'est pas la première fois que ça arrive. Mais vers 1h du matin, elle se sent fatiguée, nauséeuse, elle a chaud, et elle en parle à son ami Théo, qui l'accompagne dehors. Elle a peut-être trop bu, c'est peut-être la chaleur de la boîte, elle ne sait pas trop. En tout cas, ils font des allers-retours entre l'intérieur de la boîte de nuit et le parking dehors où la voiture de Justine est garée. Sa nausée ne passe pas, et au fur et à mesure des allers-retours, ils croisent à nouveau Lucas. Le petit groupe, donc Justine, son ami Théo et Lucas discutent ensemble, et Théo se rend compte qu'ils se sont déjà croisés, Justine et Lucas, qu'ils se connaissent un petit peu de la boîte. Ils vont donc s'installer dans la voiture de Justine et papoter avec elle pour essayer de lui changer les idées, en espérant qu'elle aille mieux et qu'elle puisse retourner à l'intérieur. Il est désormais 4h du matin et Théo a envie de retourner danser. Alors il demande à Lucas s'il peut rester avec elle, il lui dit « ne t'inquiète pas, je m'en occupe ». Et Théo prend le numéro de téléphone de Lucas au cas où, avant de retourner rejoindre ses amis à l'intérieur. Quand il ressort 40 minutes plus tard, je pense à la fermeture de la boîte, il ne voit pas Justine. Elle est visiblement partie, mais elle n'a pas prévenu ses proches. Théo envoie donc un SMS à Lucas pour savoir si il a des nouvelles, si elle est bien rentrée, et Lucas lui répond au bout de 10 minutes. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne lui répond pas de la façon la plus agréable. Il l'envoie bouler, clairement. J'ai autre chose à faire que de penser à ta pote bourrée. Sympa. Un peu plus tard, Lucas va rappeler Théo. Il est visiblement pris de remords sur la façon dont il a répondu à Théo, et il lui explique que Justine est partie de son côté, peut-être avec quelqu'un, que lui est aussi parti avec une bonne compagnie, une autre fille qui l'a ramené chez lui, et qu'ils étaient en pleine activité quand Théo l'a appelé. Bon, Justine va bien finir par se réveiller de sa soirée et prévenir ses proches, non ? Nous sommes maintenant le dimanche matin, le 23 octobre 2022, et Justine n'a toujours pas donné de nouvelles à ses proches. Théo et son amie Marie, qui étaient présentes à la soirée, se refont un petit peu le fil de la soirée et essayent de comprendre ce qui a pu se passer, pourquoi Justine était si mal d'un coup. Il y avait sûrement quelque chose dedans pour que Justine soit aussi mal. Elle ne buvait jamais énormément, c'était l'une de celles qui buvait le moins parmi nous, explique Marie en parlant du verre de son amie. Théo va recontacter Lucas et lui demander son adresse. Après tout, c'est le dernier qui a vu Justine et il a envie d'aller le voir pour discuter plus en détail. Sauf qu'étrangement, Lucas refuse. Les heures passent, l'inquiétude monte et personne n'a de nouvelles de Justine. Ni ses amis, ni sa famille. Ce n'est clairement pas dans ses habitudes de ne pas donner de nouvelles et je vous rappelle que c'est une jeune maman, elle a des responsabilités. Alors l'alerte est rapidement donnée aux forces de l'ordre qui prennent cette affaire de disparition au sérieux. On se dit qu'elle a peut-être eu un accident de voiture en rentrant, vu l'état dans lequel elle était, il faut donc la chercher. C'est la direction territoriale de la police judiciaire de Limoges qui prend cette affaire. Ils vont entendre les amis de Justine, Théo donc, Marie et les autres qui étaient dans la soirée avec eux, et ne vont pas attendre pour placer Lucas en garde à vue. Une garde à vue, c'est long. C'est de nombreuses heures et ça permet aux enquêteurs de retracer l'historique d'une personne, son profil, son passé, et de l'interroger aussi sur sa version des faits. Pendant cette garde à vue, on découvre donc qui est Lucas. Lucas, c'est un jeune agriculteur de 21 ans qui vit dans la région, qui habite dans un village à 15 km de Brive-la-Gaillarde qui s'appelle Béna, et qui est décrit comme bien inséré, une personne normale. Mais quand on creuse un peu plus,
on se rend compte que ses voisins, dans son village, le décrivent un petit peu différemment. Ils parlent plutôt d'un jeune un peu bizarre et impulsif. Et impulsif, c'est le moins qu'on puisse dire parce que Lucas, il est connu des services de police. Il a des antécédents et il a une procédure en cours. On lui reproche d'avoir mis le feu, d'avoir incendié volontairement l'exploitation agricole dans laquelle il faisait son stage. Ces faits-là se sont déroulés le 2 août 2020 et il y a eu 2 départs de feu dans l'entreprise, l'exploitation agricole, mais aussi dans un entrepôt, un hangar qui contenait du matériel, de l'outillage et puis tout ce qui est, faut imaginer les tracteurs, les choses comme ça, des choses qui ont de la valeur. L'enquête a eu lieu, on a mis en cause Lucas et on s'est rendu compte qu'il avait très certainement aggravé l'incendie en répandant des silos pour faire en sorte que tout brûle. Pour ces faits-là, il sera condamné en janvier 2024, il fera appel, sa culpabilité sera confirmée par la cour d'appel en juillet 2024 et il déposera un pourvoi en cassation. Donc cette affaire n'est pas terminée. Mais au moment où il est en garde à vue, je vous le rappelle, on est en 2022. Donc tout ça, les policiers l'ignorent. À ce moment-là, il est juste mis en cause dans une affaire d'incendie volontaire. Les policiers vont donc essayer de retracer sa soirée, sa version des faits, pour avoir plus d'informations sur Justine. Alors il explique à nouveau, comme il l'a expliqué à Théo, qu'il l'a laissé partir à un moment, qu'il a ramené une femme, qu'ils ont eu une relation consentie ensemble, chez lui. Cette fille-là, elle est entendue en parallèle et elle va confirmer qu'effectivement, elle est rentrée avec Lucas, qu'il est venu la chercher, qu'ils ont couché ensemble et qu'ensuite, Lucas s'est absenté vers 8h du matin. Elle pensait peut-être pour aller chercher des croissants, mais il est revenu un peu après 11h sans les croissants. Et elle explique aussi que pendant la soirée, le téléphone de Lucas sonnait beaucoup. Et quand elle lui a demandé comment ça se faisait, qui le harcelait à cette heure-là, il a expliqué que c'était son téléphone professionnel. Le dimanche qui a suivi la disparition, Lucas a déjeuné en famille et il s'est rendu à un match de foot, visiblement en tant que spectateur, pas en tant que joueur. Un dimanche classique pour ce jeune homme. On vérifie ses communications et on se rend compte qu'il a envoyé un message sur Instagram à Justine, le soir des faits, pour lui indiquer que Théo et que ses autres proches la cherchaient, qu'il fallait qu'en gros elle donne signe de vie parce qu'elle inquiétait tout le monde. Les heures passent, Lucas continue d'expliquer sa version encore et encore et encore, et finit par craquer. Nous sommes ce jour-là le 25 octobre 2022, et Lucas avoue enfin le meurtre. Il explique qu'il est rentré avec Justine, chez lui, qu'ils ont eu un rapport consenti, et que par la suite, il l'a tuée, avec un seul coup de poing. Certainement paniqué, il a utilisé un des engins agricoles dont il dispose pour aller enterrer le corps dans une forêt qui est à côté de chez lui. Et il finit par dire aux enquêteurs où se trouve le corps. Les enquêteurs s'y rendent donc. À l'endroit indiqué, ils vont effectivement retrouver le corps de Justine sans vie. Suite à ses aveux, Lucas est mis en examen par le juge d'instruction pour séquestration, pour viol et pour meurtre. On réalise l'autopsie de Justine qui va venir contredire la version qu'il a donnée en garde à vue. Parce qu'on se rend compte que c'est plusieurs coups, de nombreux coups qui ont été portés à Justine sur la face, donc la tête, mais qu'elle a aussi été étranglée. Il y a eu une arme contondante qui a été utilisée à un moment donné. Bref, ça ne colle pas avec la version du coup de poing unique donné par Lucas. Le constat est sans appel. Un déchaînement de violence mettant en évidence une fracture du nez, plusieurs plaies contuses de la face, une plaie profonde du nez à la mâchoire gauche, un hématome au niveau du sein gauche, une fracture du larynx et un sillon de pendaison complet, correspondant au lien entourant le cou de la victime. Je suis en train de filmer. Et tu couperas au montage et tu auras... Regarde. Tu auras le droit à un moment. Attention. Je suis sûr que tu pourras faire quelque chose. Je vous expliquerai pas comment il est arrivé là, mais il est arrivé là. Au revoir. Bref, la chambre de Lucas a été nettoyée, mais on retrouve d'importantes quantités de sang, et on sait donc qu'elle a été violentée, battue avant sa mort. Il est poursuivi pour viol parce qu'on se pose la question du consentement au rapport sexuel qui a eu lieu.
Et l'examen toxicologique qui est effectué, il est très important parce qu'il est censé déterminer si elle a été droguée ou non. Vous vous souvenez les nausées suite au verre de champagne? Ça a son importance parce que si Lucas a drogué Justine, alors il y a préméditation. Et ça change tout sur les condamnations pénales. Il risquerait désormais la réclusion criminelle à perpétuité. Très logiquement, Lucas est mis en détention provisoire dans l'attente de son procès et pendant l'instruction. Et en même temps, il purge sa peine de 2 ans d'emprisonnement qu'il a suite à l'affaire d'incendie volontaire dont je vous ai parlé juste avant. Mais alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il exprime des remords pendant l'instruction du dossier, eh bien ce n'est pas cette attitude qu'il a, bien au contraire. Lucas est désormais taisant. Il ne dit plus rien. Quand il est entendu par le juge d'instruction à plusieurs reprises pour essayer de préciser le passage à l'acte, le pourquoi, de détailler ce crime, eh bien, il ne répond pas. Il utilise son droit de garder le silence. Idem pour la reconstitution de la scène de crime à son domicile qui a lieu en octobre 2023. Il ne dit rien. C'est son droit, bien sûr, mais c'est surprenant puisqu'il est passé aux aveux en garde à vue. Eh bien, en fait, pas tant que ça. Parce que pendant l'instruction, son avocat dépose une requête en nullité devant la chambre de l'instruction. C'est une procédure qui est régie par les articles 170 et suivants du Code pénal. Cette demande de nullité, elle est allée jusqu'en cassation. Et le 31 janvier 2024, la Cour de cassation a prononcé l'annulation de certaines pièces et la cancellation d'autres. Alors pour vous expliquer, l'annulation d'une pièce de procédure, ça veut dire que on la sort du dossier, elle n'existe pas. La cancellation, c'est différent, on va garder cette pièce, mais on va mettre des coups de blanco, si on doit résumer, sur les passages qui posent problème. Donc la pièce existe, mais elle est tronquée. On enlève les passages qui ont été annulés. Dans cette affaire, la pièce du dossier qui est concernée, c'est un procès-verbal qui consigne l'accord donné par Lucas pour être à nouveau entendu après sa 3e audition et qui va donner des précisions sur la localisation du corps notamment. Et ça va aussi toucher, logiquement, les pièces suivantes qui font état de cette pièce-là. On raisonne en cascade dans ce cas-là, parce qu'on a une pièce qui va en induire d'autres et d'autres et d'autres. Si la première saute ou est supprimée, eh bien ça va avoir l'impact sur celles qui suivent. Donc ces pièces-là, elles sautent du dossier, elles n'existent plus, mais ça ne remet pas en cause la mise en examen. Mais c'est logique, dans cette hypothèse, que Lucas ait gardé le silence, parce que s'il avait réussi à faire sauter suffisamment de pièces du dossier, techniquement, il aurait pu faire sauter carrément sa mise en examen. Et dans ce cas-là, il n'avait aucune raison de donner de nouveaux éléments au juge d'instruction. Il a tenté, ça n'a pas marché, et un procès va donc s'ouvrir. Et désormais, le dossier est plus solide, parce que même si on a enlevé des pièces, eh bien on ne peut plus contester la validité des pièces qui restent, parce qu'il aurait dû les contester avant. Les nullités ont été purgées. Le procès est attendu pour le printemps-été 2025. Il n'a pas encore eu lieu au jour où je filme cette vidéo. La famille attend avec impatience, vous vous en doutez, et elle a surtout lancé une pétition pour qu'on rétablisse une réelle perpétuité. Le système actuel, il fonctionne ainsi. Depuis 1994, on a ce qu'on appelle la perpétuité incompressible. Ça veut dire que lorsqu'elle est prononcée, pour certains crimes les plus graves, notamment le terrorisme, les meurtres avec viol, les tortures ou actes de barbarie sur mineurs de 15 ans, les meurtres en bande organisée, les assassinats d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Policiers, gendarmes, surveillants pénitentiaires, magistrats. Dans ces cas-là, pour la peine qui est prononcée, on a une période de 30 ans qui ne peut pas être aménagée. C'est le maximum, 30 ans où on sait qu'il ne se passera rien. Mais si on l'applique, ça veut dire que à la cinquantaine, puisque Lucas a 21-22 ans, il pourrait ressortir. La loi a rajouté ce qu'on appelle la période de sûreté. C'est une période pendant laquelle on ne peut pas faire de demande d'aménagement de peine, de réduction, de révision de son dossier. Cette période de sûreté, elle est à minima de 18 ans, mais elle peut être de plus. Et donc on rejoint un petit peu les deux systèmes. La période de sûreté qui vient compléter une peine criminelle et donc ne pas permettre d'aménagement pendant ce temps-là. Et en cas de perpétuité incompressible, eh bien on sait que ce délai c'est 30 ans. Et pourquoi ces délais ? Eh bien c'est à cause de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui trouve
contraire au texte, contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, de mettre en prison à vie quelqu'un. Elle estime qu'on doit donner aux prisonniers toujours un espoir de pouvoir un jour sortir. Et donc, au bout de la période de sûreté, on doit permettre aux condamnés de demander à avoir un aménagement des remises qui sont examinées. Pour formuler cette demande, il y a des conditions. Il faut manifester des gages sérieux de réadaptation sociale, après expertise d'un collège de 3 experts et après avis de 5 magistrats de la Cour de cassation. L'avis est rendu et c'est ensuite le juge de l'application des peines qui va tenir une audience avec toutes les parties, leurs avocats, le ministère public, donc le procureur, mais aussi des représentants du service pénitentiaire et aussi du service pénitentiaire d'insertion et de probation, qu'on appelle le SPIP. Tous les intervenants finalement du dossier sont présents à cette audience et donnent leur avis. Maintenant que vous avez compris le contexte, vous comprenez pourquoi la famille de Justine demande une réforme de la loi et demande à ce qu'on mette en place une vraie perpétuité, et pas ce système qui permet de finalement sortir. Ils le disent dans leur pétition et à la presse, Justine ne reviendra jamais, mais nous pouvons empêcher d'autres familles de vivre cet enfer. Un meurtrier ou un violeur ne doit plus jamais avoir l'opportunité de recommencer. Il a donné la mort, il doit rester en prison. Il aura 50 ans, il va refaire sa vie et ressortir. Actuellement, même les criminels les plus dangereux peuvent espérer sortir un jour. Une vie pour une vie. Nous aurons donc dans quelques mois le procès de Lucas et nous verrons quelle est la peine qui est prononcée par la cour d'assises. En attendant, il faut qu'on patiente tous ensemble et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, si vous en avez entendu parler parce qu'elle est quand même assez récente et j'ai très hâte de vous lire parce que là on a un vrai sujet de discussion sur cette perpétuité. Personnellement, je suis favorable à la mise en place d'une vraie perpétuité, parce que je trouve que ça n'a pas de sens de prononcer une peine qui est censée être la juste réparation de l'infraction qui a été commise, pour la victime, pour ses proches et surtout pour la société, mais que finalement, on se retrouve à ne pas l'exécuter, pour des raisons soit sociales, soit des raisons purement budgétaires, parce que c'est souvent ça, on n'a pas de place, on n'a pas les moyens en prison, donc on aménage pour que les personnes finissent leur peine dehors. Mais derrière, pour les victimes, ça n'est pas entendable. Une punition, c'est une punition. C'est un petit peu l'opposition classique de la justice française entre la répression et la réinsertion. L'aménagement de peine, c'est une vraie question, je pourrais vous en faire une vidéo un jour si ça vous intéresse. En attendant, je veux vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez sur cette affaire de manière générale, mais surtout sur cette perpétuité. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de garder un contrôle, on va dire, après la période de sûreté, ou est-ce que pour vous, 20 ans c'est 20 ans, ça veut dire qu'on ne sort pas avant? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire, et puis on se retrouvera dans la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien et salut!